bonjour. Au préalable, donc, quelque chose sur les langues que nous employons, parce qu'on passe du français à l'anglais au chinois. Bon, c'est un peu. Alors, les textes sont en chinois, mais le séminaire s'adresse aussi à ceux qui ne lisent pas le chinois, donc tout est traduit. Pour l'anglais et le français, bon, Chao Zhong est plus à l'aise en anglais. Donc, parfois, elle parle en anglais. Moi, en général, je parle toujours en français. Bon, je pense que ça pose pas de problème de passer comme ça de l'anglais au français pour les gens qui suivent le séminaire, étant donné de toute manière que la bibliographie, les traductions que nous présentons sont quand même en majorité en anglais. Hein, même si quand il y a des traductions françaises classiques comme celle de Chavannes, on les discute toujours. Voilà. Alors, on commence par une anticipation donc, sur le séminaire suivant. C'est à propos du temple d'Akbeshim. Ouais. On en parlera au séminaire suivant parce que Étienne de la Versière, qui est plus au courant que nous sur les derniers résultats archéologiques kirghizes et russes. En fait, il y a aussi une mission archéologique japonaise, donc Chao Zhong peut utiliser les résultats. Voilà, la localisation du temple dont nous savons qu'il a été doté par l'impératrice Wu. On avait pensé depuis en fait Clauson, je crois c'est lui qui avait identifié que c'était le temple 1. En fait, les deux temples qui ont été fouillés vraiment de manière complète et qui étaient relativement bien conservés, fouillés depuis longtemps, hein, depuis l'émission des années 50, c'est le temple 1 et le temple 2. Donc, juste à l'extérieur de ce qu'on appelle le Shahristan numéro 1, qui est l'enceinte fortifiée, la première. Bon. Ensuite, l'expédition japonaise a fouillé le temple, dit temple 0. Enfin, pourquoi 0 ? Parce qu'en fait, il est pratiquement détruit entièrement. Mais là, ils ont trouvé un indice important, c'est que sur l'emplacement de ce temple, c'est par hypothèse qu'on en fait un temple bouddhique, mais sur l'emplacement de ce temple, ils ont ramassé des tuiles chinoises qu'on n'a dans aucun des deux. Donc, il semblerait maintenant que le plus chinois de tous ces temples, c'est celui-là. Alors, ça pose aussi un problème de chronologie générale dont Étienne parlera, c'est que, disons, il y avait un schéma ancien qui était qu'au départ, on avait des châteaux construits par des colons sogdiens, puis au 7e siècle, peut-être une première ville fortifiée de type donc sogdien, et ensuite un faubourg, un ajout de date incertaine. Alors, il semblerait que les derniers résultats de l'expédition kirghize, donc avec Hassan Torgoyev, qui par ailleurs travaille à l'Ermitage, tendraient à attribuer aux Chinois la totalité des fortifications. Étienne est un peu sceptique. Il pense que c'est allé trop loin. On se demande s'il n'y a pas derrière un petit peu un agenda nationaliste kirghize où aujourd'hui ils préfèrent voir chez eux des traces impériales chinoises que des traces impériales venues d'Ouzbékistan. Mais ça, c'est juste une hypothèse. Étienne en parlera. Voilà, on peut continuer avec les références. Donc, les références bibliographiques que nous avons données, bon, certaines ne changent pas. Hein. Le rapport absolument clair, sur lequel tout se base pour les temples 1 et 2, c'est le gros rapport de Kislasov, l'époque soviétique. Bon, ensuite, l'identification avec le temple du Grand Nuage, fondé par l'impératrice Wu, avec le temple 1, c'était Clauson. Ensuite, Zhang Wangda a approuvé cette identification. Ensuite, contribution dans le même sens de Antonio Forte. Alors, on s'était trompé la dernière fois, c'est pas Kuwayama
qui avait développé ça dans l'édition dans l'édition du voyage de Rueschau. C'est un appendice par Antonio Forte. Pourquoi dans l'édition de Rueschau, Rueschau est passé par Souillab? Il en parle? Non, mais c'est un important passage, remarque, contribué par Forte. Mais ça a un rapport avec le texte de Rueschau ou pas? Pas directement. Pas directement, d'accord, c'est un appendice. Et puis donc, sur les sources chinoises sur Akbeshim, dans ce rapport publié à Saint-Pétersbourg, Loubo Lesnitchenko, qui était le grand sinologue du musée de l'Ermitage, mais encore une fois, il est apparemment sur la ligne traditionnelle de l'identification du temple du Grand Nuage avec le temple 1. Et donc, la suite, pour l'expédition, tu as la référence pour l'expédition japonaise? Pas encore. En fait, c'est moi, je voudrais seulement corriger notre diapositive. D'accord. Oui, donc, et voici la bibliographie de base de cette semaine. Donc, les ouvrages écrits par Yoshida en japonais ont déjà été utilisés en janvier et en février. Et puis, c'est à vous. Oui, donc nous avons choisi aujourd'hui, les séances précédentes ont consisté en une présentation générale du texte du Tongtian et expliquer les raisons pour lesquelles nous considérons qu'il est extrêmement important. Et maintenant, on va dans le détail des différents royaumes. Et aujourd'hui, donc, nous voyons ce pays qui est transcrit tantôt Souyi, tantôt Souté, je prononce en prononciation chinoise actuelle, qui est la Sogdiane. Ça n'a pas été compris dès le début, mais ça a été compris depuis longtemps, depuis Hirt, on va en parler. Donc actuellement, nous commençons par ce pays. C'est normal, puisque c'est... et les Chinois le savaient, hein, c'est le plus prestigieux, le plus puissant, le plus riche de ces pays d'Asie centrale, et surtout c'est celui qui a les rapports les plus directs avec la Chine, étant donné qu'il est il a envoyé massivement des colons en Chine. Bon, il n'est pas le seul, puisque d'autres principautés comme le pays de He, le pays de Xi, ont également des colons en Chine, mais c'est clair que aux yeux des Chinois, la prédominance revenait à la Sogdiane. Alors, oui, en fait, quand on écrit Sogdiane, ça veut dire Samarcande et ses environs. Du point de vue archéologique et historique, des pays comme Kabudan, Kushaniya, Kesh font aussi partie de la Sogdiane. Pas Tchatch, qui est en dehors. Mais donc là, dans les notices sur Souyi, Souté, en réalité concerne surtout la Sogdiane. Pas uniquement, mais concerne surtout la région de Samarcande. La suite. Alors, là, c'est toi, oui. Oui. Donc, tout d'abord, la coloration de ce texte est conforme à l'analyse de Li Jingxiu et Yu Taishan en 2009. Donc, par la suite, nous réutiliserons également d'autres diapositives lors de notre introduction. France, pouvez-vous lire la version traduction en français? Oui, alors, donc je traduis donc en français. Alors, donc sur le pays de Souyi, la communication, alors donc on donne tout, hein, tout ce qu'il y a dans le Tongtian en isolant ce qui n'est que dans le Tongtian. La communication a été établie pendant les Wei du Nord. Donc, ça nous met au IVe siècle, les premières moitiés du 5e. C'est bien ça, oui. 4e, non, 3. Enfin, en fait, la communication est établie au 5e siècle. Non. Ce pays est situé à l'ouest des Tsongling, les montagnes des Oignons, c'est-à-dire le Pamir. C'est un grand pays. Un autre nom est Souté. Et encore un autre nom est Tejuming. Qui pose un problème, hein, non résolu encore, mais on peut faire des hypothèses. Ce pays produit des bons chevaux,
des bœufs, des moutons et vaches. On va voir que on ne peut pas distinguer entre les deux en chinois. Du raisin et diverses sortes de fruits. Il produit un excellent vin de raisin, oui, vin de raisin, parce que les Chinois ont aussi le vin de céréales. Bon. Un excellent vin de raisin, parce que dans ce pays, le sol et l'eau sont excellents. Alors, il y pousse une sorte de grande céréale qui mesure plus d'un zhang de haut, c'est-à-dire plus de 3 mètres, avec des graines comme des graines ou des, oui, enfin, voilà, des semences, des graines, comme des pois hou. Ce pays est 5000 li au nord de Annecy, la partie. Oui, alors, Annecy, l'Empire parthe, mais à cette époque, quand on parle de Annecy, c'est plutôt Merv, hein, l'ancienne partie la plus orientale de l'Empire parthe. Alors, double erreur, la distance et la direction. Parce qu'en fait, c'est à l'est. Les petites, alors on va voir que plusieurs mots posent problème à traduire. Les plus petites régions qui lui sont annexées ont plus de 400 établissements fortifiés. Voilà, c'est comme ça qu'on a traduit, on va vous expliquer pourquoi. Sous le règne de l'empereur Taiwu, il envoya un envoyé pour présenter un tribut. Donc on est quand même déjà assez avancé dans l'époque des Wei du Nord. On est déjà au 5e siècle. La suite. It's my turn. So, in this passage, the source of the part highlighted in yellow is so far unidentified by scholars. In other words, it is uniquely preserved in the Tongdian, which is cited in a few later works such as the Taiping Yulan in the late 10th century. This is what Li and Yu expressed. The original source of these terms and passage are unknown, 出处待考. And Li Jingxiu, she wrote the introduction of their work and say that this passage on Su Yi are all unique. Research and evaluation of their source will be a new topic in the history of the Western regions. I will show and explain my assumption that the very basic source of this Tongdian entry on Sogdiana is most likely one or more sources in the Northern Wei period. First of all, the text from the Zhou Shu can be easily detected and filtered out. The reason of identification is that the describing of the location of a foreign country by using the Pamirs as an anchor point is a feature of the Zhou Shu. For example, I take the example of Anxi or Arsak, led from just. Voilà, Anxi est en fait une transcription chinoise de Arshak, qui est le nom de l'ancienne dynastie parthe. C'est déjà un archaïsme à l'époque où sont composées ces sources et où les contacts sont établis. Les Arsacides s'arrêtent en 223. Mais le nom est resté et c'est jamais très clair quand à cette époque les sources chinoises parlent de Anxi. Est-ce que c'est l'empire perse qui a succédé, l'empire sassanide qui a succédé aux Arsacides, ou est-ce que c'est plus spécifiquement la Margiane, qui était le grand centre des Arsacides à l'est. Et encore plus tard, en fait, l'élément An va s'appliquer à Boukhara, c'est-à-dire la principauté sogdienne la plus proche de l'ancien empire parthe. Donc il y a eu glissement et réduction progressive du nom. Et quand il est employé, on n'est jamais très sûr de ce que ça veut dire. So, in fact, it was Friedrich Hirt, a great German sinologist, who first fully translated this Tongdian entry. He noted the value of Du You's work, and he moreover assumed that Su Yi was once pronounced as Suktak, although he did not explain his reason. So he translated Su Yi alt laut Suktak, das zur Zeit der späteren Wei-Dynastie mit China
in Verbindung gestanden Ah, hat. c'est pas la peine de lire en allemand. Je vais lire directement en français. Je vais traduire directement en français. But there's a one phrase. On les reproduit en allemand. Je vais vous traduire en français. Donc, donc, qui dans l'ancienne prononciation se prononçait Suktak, qui à l'époque de la dynastie Wei postérieure s'est mise en contact, est un grand pays près des Zunling. Donc là, il dit pas à l'ouest. Mais vous allez voir, sa traduction était extraordinairement précise et diffère en fait de très peu des traductions qui sont actuellement utilisées. Il est aussi nommé Suto Suktak et aussi Tökumung, donc que lui glose par turcoman, ce qui là est vraiment une erreur, un anachronisme total. Il produit des bons chevaux, des bœufs, des raisins et d'autres fruits, et aussi un bon vin de raisin. Le climat est beau, est bon et agréable. Et alors voilà, la céréale atteint un chang, c'est-à-dire 11 pieds, c'est-à-dire 3 mètres, avec des fruits, avec des grains qui ont la taille de pois, Erbsen. Le pays se situe 5000 li au nord de Annecy. Appartiennent à ce pays, c'est bien parce qu'il n'a pas hyper traduit, il a vraiment traduit ce qui était dans le texte. Appartiennent à ce pays environ 400 États qui sont des petits protectorats, Schutzgebiet. Ce pays a envoyé des tribus jusqu'à l'époque de l'empereur Wu Ti, 424-452, à la cour chinoise. Donc, la carte pour vous. Alors voilà. À part... Bon, Hirt écrivait en 1908, non C'est 1899. 1899. Bon, il a quand même, c'est tout à fait remarquable, il est le premier à avoir traduit le passage du Tongtien et le premier à avoir compris que Soutak, c'est Sogdak. Alors il a commis 2 grosses erreurs. La première, c'est d'introduire là-dedans le nom des Turcomans, qui n'a rien à faire, absolument rien à faire avant, je dirais, le XIe siècle, ou même après. Et la deuxième erreur, c'est qu'il a bien compris que Sogdak veut dire Sogdien, mais il n'a pas pensé qu'il s'agissait de la Sogdiane historique, ici en vert. Il a pensé qu'il s'agissait d'une colonie sogdienne qui s'appelait Sogdaïa, qui existe encore aujourd'hui, Soudak, en Crimée. Colonie fondée vers 560, après l'établissement de relations diplomatiques directes entre l'Empire turc occidental et la cour byzantine, relations qui en fait étaient conduites par des marchands sogdiens, d'où l'implantation d'une colonie marchande en Crimée. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait cette erreur ? Probablement parce qu'en 1899, on ne savait pas grand-chose sur la Sogdiane historique, mais quand on utilisait les sources grecques et byzantines, ce que évidemment faisaient tous les savants allemands de l'époque, on cherchait Sugdak, un nom qui ressemblait à ça, et on tombait sur le récit par, je crois, Ménandre, chroniqueur byzantin, de la fondation de cette colonie. Et donc, voilà, il a cru qu'il s'agissait de ça. So, at any rate, Hirt had properly recognized that the section of border defense of the Tongdian
is more like a geographical compendium rather than a historical one. So he translated the whole entry by present tense, except when a marker of time is involved. And so did Wakeman, although he wrongly gave the distance as 50 li, which is no longer than 25 kilometers. And so did Huber. His translation of the Tongdian is generally workable. However, there are some slight problems. For example, in this entry on Su Yi, he confuses Chi, Chinese inch, almost 30 centimeter, with zhang, namely 10 Chi, about 3 meters. It is also unclear why the Hu beans are translated by him as broad beans. So let us compare with Wakeman's and our translations. Wakeman translates, it grows huge grain-bearing plants, a zhang and more high, with seeds like hu dou. And we translate as, it grows a kind of huge crop, which is over 1 zhang high, with seeds like hu beans. In fact, last year I found a parallel passage in the Qiming Yao Shu. The Qiming Yao Shu is an agricultural encyclopedia compiled in the middle 6th century, namely in the Northern Wei period. I would translate this passage as follows. Big he, or a kind of millet rice, is height over 1 zhang, with seeds like small beans, 小豆. It is produced or imported from the state of Sute, namely Sogdiana. One should note that the character he is an ideogram. Its image is a single plant of millet or rice with mature ear of grains. The traditional Chinese category of he contains various of millet and rice, while wheat, barley, beans, and other crops are not in this category. So actually, Wakeman was quite precise by translating 大禾 as huge grain-bearing plants. The candidate first came to my mind is date palm, because its male and female flowers, as well as its fruit clumps, can look similar to cereal crops, since palms, like millet and rice, is also a family of monocot plants. If we take Qiming Yao Shu's description of 小豆, little beans, into account, 小豆 is also a generic term. It can refer to a lot of species, and the most representative ones can be as red or brown as date fruit. However, the problem relies in the fact that normally, a date palm tree can grow as high as 20 meters. Even though there are some medium height species such as Indian date, or even a few dwarf species, there is no evidence that these shorter plants were once planted in Sogdiana. If we take the Tongdian's wording, Hu beans, into account, this may refer to more than one species as well, including lentils, broad beans, and peas. This results from modern research on the Qiming Yao Shu, given that this encyclopedia mentions hu dou several times. In addition, all these 3 kinds of beans are found from the site of Akubeshin by the Teikyo University in Japan last year. In the report of last year. So regarding with this problem, Franz provides his solution. Oui, moi je suis parti de l'idée qu'il faut trouver une plante qui grandit, qui pousse en Sogdiane, enfin qui poussait en Sogdiane, dans la région, éventuellement plus précisément dans la région de Samarcande. Alors, on sait bien, il y a une mondialisation des plantes depuis le 19e siècle, donc certaines espèces sont cultivées maintenant dans ces régions qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'Amérique, qui viennent d'Afrique, qui viennent de partout. Il faut tenir compte de l'agriculture traditionnelle. Et alors, dans l'agriculture traditionnelle, la seule plante que je peux imaginer qui a un chang, c'est-à-dire 3 ou 4 mètres, et qui peut donner, disons, des fruits ronds et verts,
c'est le figuier. Alors, on est habitué à voir des figues sur nos marchés qui sont plutôt violet foncé, un peu noir, bien. Mais il y a aussi une espèce de figuier qui donne des fruits verts, bien. Et il se trouve que disons, par observation personnelle et directe, je sais que c'est un arbre très répandu dans la région et que, d'après mes souvenirs, ça donne plutôt des figues vertes. Et par exemple, quand on descend du site archéologique d'Afrasiab, qui est le site de l'ancienne Samarcande, on tombe sur un magnifique verger de figuiers. Bon. Le délice des archéologues après la journée de travail. Alors, bon, qu'est-ce qu'ils ont pu vouloir dire, si c'est ça, par les sements, alors, seeds. Alors, est-ce que c'est le fruit dont la forme aurait été comparée à des pois, ou est-ce que c'est plutôt les graines qu'on a quand on ouvre le fruit? Il y aurait peut-être une équivoque entre le fruit et les graines. Bien. Voilà, je sais que c'est pas évident, mais disons du point de vue écologique, je ne vois pas d'alternative. Alors pourquoi est-ce que les Chinois se seraient tellement intéressés à cette plante? Ils l'auraient finalement mal comprise, ils l'auraient prise pour une céréale. C'est que peut-être ils ne l'avaient pas en Chine. Donc voilà, apparemment ça ne pousse pas en Chine le figuier, donc au moins en Chine du Nord. Donc ils tombaient sur une plante qui, voilà, un peu buissonneuse, qui pouvait ressembler effectivement de loin à une espèce de gros plant de millet, et c'est ce qu'ils ont décrit. Bien. Il y a quand même, bon, la figue est un fruit, c'est pas une céréale. Donc, je pense Éric Trombert, de son côté, voudrait proposer une autre solution. Et je lui passe la parole. Oui, parce que en partant des textes chinois, on est tout de suite focalisé sur une céréale quand même, parce que le tar, le c'est une céréale, et même une céréale qui est dans le Timiyaoshu dont Madame Ching a parlé tout à l'heure, et dans le groupe des millets et des paniques, clairement, dans le chapitre 3 du Timiyaoshu, c'est-à-dire ce qui est appelé su et re, et dans toute la littérature aussi bien administrative, dans les comptes de grenier, etc., le re apparaît avec les autres millets et paniques. Le caractère re. Quant au caractère, au couplage avec le mot ta, on le trouve aussi dans le Timiyaoshu, pour dire donc ce qui a été dit précédemment, que ça fait une plante qui fait un zhang 10 pieds de haut, qui fait au maximum 3 mètres, hein, plutôt moins hein, quand même, parce que vous avez donné, le Che il faisait 23 cm sous les Han, il fait 26 à 29 cm comme vous avez dit. Donc 29, ça fait maximum, c'est quand même pas assez immense. Alors, quand on parle de ce genre de céréales, ça m'a donné l'idée de penser au sorgho, qui a une définition et une description assez intéressante, et le sorgho qui en Occident est connu à partir de Pline dans les histoires naturelles, et qui apparaît selon Pline dans les années 70 de notre ère, à peu près au moment de l'éruption du Vésuve,
mais sans rapport évidemment, et qu'il décrit comme un millet de couleur noire à gros grains, dont la tige ressemble à un roseau. Bon, ça correspond donc assez bien au sorgho. Il atteint la hauteur de 7 pieds. Alors, je ne sais pas chez Pline qu'est-ce que ça fait, mais c'est à peu près dans le même ordre. Hein? 30 cm, oui, donc on est dans les mêmes eaux, quoi. Hein? Et il a une très longue chevelure. Ça, c'est Pline, hein, donc, qui dit. C'est pas les descriptions chinoises qu'on a vues. Hein. Il ajoute quelque part, j'ai oublié de le dire, qu'il a été rapporté d'Inde, selon Pline, hein, rapporté d'Inde dans la péninsule italique, etc. Et puis par ailleurs, on sait que plus tard, le sorgho est supposé transmis par les Arabes. Hein. Son origine est peut-être africaine ou soudanaise. Et puis les botanistes occidentaux qui s'intéressent aux plantes du Moyen-Âge, ils imaginent peut-être un circuit. Le sorgho, qui est bien attesté en Afrique aussi, aurait pu être migré, être transporté au Moyen-Orient et puis après en Italie ou en d'autres. Bon. Et il est souvent question des Syriens dans ces textes botaniques du Moyen-Âge occidental. Hein. Et puis je vous passe l'étymologie des noms là qui peuvent se rapporter à cette transmission par les Syriens ou par les Arabes mais à une époque un peu postérieure. Bon, voilà, donc on est. Moi, je trouve que le fait que dans un texte comme le Tongdian qu'on a vu ou d'autres, les auteurs s'intéressent plutôt aux plantes les plus vivrières, les plus vraiment agricoles et nourricières, quoi. Hein. Donc, et le fait d'employer Tarre, ça éliminerait la possibilité de... C'est-à-dire, pour fixer un peu les idées au sujet du sorgho, il faut voir que c'est une plante dont on connaît à l'heure actuelle une autre qui lui ressemble et dont les usages sont identiques, c'est le maïs. Que ça soit au point de vue de la physionomie de la plante, de son utilisation plante fourragère et plante qui donne une graine, une céréale, quoi, et puis voilà, quoi. Sauf que le sorgho s'adapte à des terres et des climats plus secs que le maïs. Vous le savez aussi. Et souvent, en Europe, le maïs a remplacé le sorgho, quoi. Il n'y a pas forcément contradiction, parce que dans la géographie antique, il y a souvent confusion entre l'Éthiopie et l'Inde. On considère que les Éthiopiens sont des Indiens. Pourquoi? Parce qu'on pensait que les continents se touchaient. C'est-à-dire que le sud de l'Inde aurait été relié par la terre avec la corne de l'Afrique. Et donc, parfois, quand on parle les auteurs anciens parlent de l'Inde, ça peut vouloir... En fait, ils peuvent avoir fait une confusion avec l'Éthiopie. Bon, et en plus, il y a aussi la physionomie des peuples, entre Dravidiens et Éthiopiens, etc. Alors, je dirais, le seul moyen de sortir de ce problème, c'est de savoir si les archéologues ont trouvé des graines de sorgho dans les fouilles en Sogdiane. Et pour ça, je
je dirais, bon, je vois où m'adresser. C'est à Pavel Lourier à propos de la fouille de Penjikent, parce qu'à mon avis, c'est seulement là. Là, ils ont trouvé des greniers, ils ont trouvé des. Bon, je pense qu'à Penjikent, les analyses paléobotaniques ont été menées. Et donc, on pourrait savoir. Ça, je vais lui écrire dès aujourd'hui et on aura rapidement la réponse. Bon, eh bien voilà, pour le moment, c'est vraiment tout ce qu'on peut dire sur cette mystérieuse plante qui a tout de même, qui semble avoir beaucoup excité les envoyés chinois. Alors, si je comprends bien, le sorgho à cette époque ne pousse pas en Chine du Nord. Parce qu'il présente ça, c'est présenté dans le Tongtien comme une plante exotique. Parce que si c'était quelque chose qu'il connaissait, il ne la traiterait pas par analogie. Il dirait c'est ça, et puis j'imagine qu'ils n'avaient pas le sorgho. Il l'appelle quand même d'un nom grand He. Il parle, et les autres qui parlent aux Chinois qui ont lu des livres comme le Timiyaoshu ou d'autres avant. Justement, il n'y a pas besoin, pour eux, il n'y a pas besoin de l'identifier. Vous savez, parce que moi, dans les documents de Lolan, du Taklamakan, il est dans les documents agricoles, où il est question de culture et de moisson. Il y a l'une des plantes principales qui est indiquée, cultivée par des bataillons de colons, de soldats chinois, c'est justement du He. Ah oui. Donc, pour les Chinois, Lolan, c'est quand? C'est au 3e ou 4e siècle. Quand on faisait les comptes, ils plantaient du blé ou de l'orge, avec les caractères chinois étaient donnés. Ils plantaient et récoltaient du He. Ça, c'est des textes qui rigolent. Enfin, je veux dire, les gens qui écrivent ça, c'est sérieux. Hein. Ça veut dire que il est question de donner les ressources vivrières du bataillon de la colonie pour tant d'hectares, enfin une surface, etc. Et on a planté cette année en ceci et on a récolté du He. Donc ils savent ce que c'est que le He. Hein. Et pour eux, c'est un millet ou un panique. Ah, ça va pas bien. D'accord. Yes, actually, I would like to add that the archaeological evidence of sorghum in ancient China is a very hard debate until now, because some scholars claim that the sorghum was cultivated in China as early as Neolithic, and some other don't agree at all even now. And we lack a good evidence of sorghum grains and plant in early medieval time. And the only data I know is that maybe sorghum was found around Karashar in some ruins called Tang Wangcheng in around Tang period. But still, I do not know what is the method they used to identify the grain as sorghum instead of millet and other crops. So for this moment, I cannot tell when sorghum was introduced in China, or as some scholars claim that sorghum is actually a native species in China. This issue is not solved yet. Alors, des migrations de plantes à l'époque ancienne entre l'Inde et l'Asie centrale et la Sogdiane, on en connaît parce que, par exemple, le coton. Je crois que la variété de coton, on sait que le coton est cultivé en Sogdiane à l'époque pré-islamique, et si je me rappelle bien, la conclusion des paléobotanistes, c'est que c'est le coton indien, c'est pas le coton égyptien. Bien qu'ils aient utilisé pour le désigner, en bactrien comme en sogdien, le mot wisbissos, qui est le mot grec.
mais qui s'applique pour les Grecs. Ce que les Grecs connaissaient comme coton, c'était le coton égyptien. Mais bon, apparemment, le coton indien est introduit. Donc, bon, après tout, on pourrait imaginer que il y a eu... Enfin, les Sogdiens étaient d'excellents jardiniers et d'excellents botanistes. Les Chinois s'en étaient aperçus. Avec leur pêche magnifique, etc., qu'ils essayaient d'acclimater dans les jardins impériaux. Donc, après tout, pourquoi pas, ils auraient pu avoir des innovations agronomiques. Bon, la réponse viendra des analyses paléobotaniques sur les fouilles. So now let's do a deeper textual analysis. So in fact, nowadays, except for those later quotations, the name Sui is only found in the Tongdian and in the Jing Shu, the book of the Jing dynasty. In other Chinese historical classics, it appears as Li Yi, including the current edition of the Houhan Shu, book of the Eastern Han dynasty, and Tongdian, and Zhou Tang Shu, Xin Tang Shu, etc. So here, the orange color remarks the part in the Tongdian being an extract of the Houhan Shu, HHS. The very passage in the Houhan Shu itself has been translated by Chavant. Oui. Donc, le royaume de Liyi dépend du Kangqiu. Il produit des chevaux renommés, des bœufs, des moutons, du raisin, toutes sortes de fruits. L'eau de ce pays est excellente et c'est pourquoi le vin de raisin y a une réputation toute particulière. Bon, la traduction est tout à fait précise, mais il faut savoir... Bon, il a fait une erreur, c'est qu'il a pris au pied de la lettre la transcription Liyi et comme donc Chao Zhong va l'expliquer maintenant, on sait, Shiratori a montré qu'en fait c'est une substitution de caractères et que en fait c'était dit non pas c'était le caractère yi est en fait dak. Bon. Donc il n'a pas pu comprendre qu'il s'agissait de la Sogdiane. Et alors que Hirt l'avait déjà compris d'après le texte non corrompu du Tongtien. Donc, ce qui fait qu'il écrit « Le royaume de Liyi dépend du Kangqiu, Samarcande ». Alors, double erreur, c'est que, en fait, Samarcande, c'est le royaume de Liyi. Bien. Et Kangqiu, à cette époque, n'est pas que Samarcande. Kangqiu est une confédération, une formation politique en grande partie centrée sur les steppes, sur le moyen Sirdaria, dont Samarcande est un royaume vassal. Et donc là, il n'a pas compris que assimiler Samarcande au Kangqiu, c'est anachronique pour cette source. Plus tard, effectivement, dans les sources chinoises, Samarcande va prendre le nom de Kang, va hériter du nom du Kangqiu. Mais pour l'époque du Huangshu, c'est anachronique. Le Kangqiu, c'est pas Samarcande, et le Liyi est une mauvaise lecture d'un mot qui veut dire Sogdiane. Sinon, la traduction est très exacte. D'accord. So Shiratori successfully identified Su Yi with Sogdiana by providing historical discussions. As to its pronunciation, his point was that Yi must have been pronounced as Doc in ancient time, as in Sino-Vietnamese, without giving reference. Ah oui, c'est Li et Su qui ont été confondus. Right. Here I quote his English paper. The name Su-te, whose old pronunciation is inferred with reason to have been Sukdak or Sukdek, is very likely to have corresponded with Sukdak. As for its relation with Sukyok, we can agree with Du You regarding the one as alternative with the other. Although the old pronunciation of Su-yi is generally assumed to have been Sukyok, yet we can infer from the enemy sound of the character yi, dok, that the name may easily have read Sogdok as well.
I wonder if Shiratori avoided revealing his Vietnamese dictionary, since a full reference of Sino-Vietnamese spelling of Sui is Tuk Dak would make argument look weaker. In this table, OC means Old Chinese, Chinois archaic. MC means Middle Chinese, Chinois médiéval. K means Kalgren. BS means Baxter Sagat. G means Guo Xiliang, a leading scholar in Beijing. So, Francis, your turn on paleo. Oui, donc, Pelliot parle d'autre chose, hein, ici, c'est un article excellent d'ailleurs sur les noms anciens du Khwarezm. Donc, son point de départ, c'est que le nom de ce pays, le Khwarezm, qui est une vieille région, déjà connue dans les inscriptions achéménides du VIe siècle, n'apparaît dans les sources chinoises qu'au Ve siècle. Alors voilà ce qu'il écrit. La raison de ce silence, donc des sources chinoises sur le Khwarezm, et peut-être que dans l'intervalle, les Chinois ont englobé le Khwarezm dans le nom plus général de Sogdian, Sogdak. C'est ce dernier nom qui est représenté sous les seconds Han par Suyi, qui est donc prononciation restituée Sogdak, et sous les Wei par Suto, Sogdak. Voilà, et pareil de voir Sogdak dans le turc de l'Orkhon. Dans le Heiwanshu actuel, Su est altéré en Li. Voilà, donc d'où l'erreur qu'avait détecté aussi Shirato, qu'avait détecté antérieurement en fait Shiratori. Il est intéressant de voir que le D initial du chinois archaïque, Duk, semble ainsi avoir encore existé au début de notre ère, alors qu'il avait donné Ye en 600. Alors, il y a un point sur lequel il faut corriger Pelliot. Quand il pense que le Khwarezm était couvert sous le nom d'un autre pays, il a probablement raison. Mais ça ne doit pas être couvert sous le nom de Sogdian. Les rapports, le Khwarezm est quand même vraiment très indépendant de la Sogdiane. Il va avoir des rapports plus étroits c'est à partir des Tang que le royaume du Khwarezm est considéré comme faisant partie de la même confédération que la Sogdiane. Antérieurement, ce n'est pas le cas. Donc, sous quel nom les Chinois ont-ils connu le Khwarezm ? Je pense qu'il y a deux possibilités. Soit carrément, ils l'englobaient sous l'appellation beaucoup plus large de Kangkyu, qui recouvre à peu près tout entre le Kazakhstan, le Sirdaria et la Sogdiane, les principautés donc vassales du Kangkyu. Soit c'est couvert par Yansai, c'est-à-dire le pays du bas Sirdaria. Yansai, ce sont les Alains de nos sources gréco-romaines. Et pourquoi ce serait éventuellement couvert par Yansai ? C'est qu'on a des indices archéologiques qu'à ces époques, il se pourrait que les nomades de ces régions du bas Sirdaria aient exercé une hégémonie sur le Khwarezm. Donc il se pourrait donc que du coup ils n'aient pas perçu le Khwarezm comme une entité propre. De toute façon, certainement aucun envoyé chinois n'y avait mis les pieds, et l'information était indirecte. Mais sinon, bon, le commentaire sur la transcription de Suyi comme Suto pouvant dans les deux cas être restitué Sogdik est pertinent. Okay, so far in Chinese classic, I cannot find any good evidence that E, the character E, was pronounced Dik or so in the medieval or pre-medieval period. However, there is an important hint in the Shuowen Jiezi. This dictionary was compiled in the Eastern Han and commented in the 10th century and later. We may return to this page when we have time. At any rate, the problem of E is involved with Wu Yishanli, Alexandria of Arachosia, that Franz talked about last time. Voilà, alors il se trouve que Wu Shanli est cité dans Wu Shanli, c'est dans c'est un toponyme qui a été communiqué, qui est apparu sous les Han occidentaux, c'est-à-dire les Han antérieurs déjà ou Han postérieurs, Xiaozhong.
C'est un antérieur. Antérieur. Western Han. Voilà, donc communiqué très anciennement, et qui se trouve ensuite incorporé. Où est-ce qu'on on le retrouve dans le Tongtien, mais on ne le retrouve pas dans le Tangshu, ni dans. On le retrouve uniquement dans le Tongtien, je crois. Aussi. Hein? C'est dans le Tongtien. C'est dans le Tongtien. Oui, c'est le numéro 10. Voilà, mais c'est pas dans le Hanshu ni dans le Hanshu. Bien sûr aussi. C'est aussi dans le Hanshu et le Hanshu, d'accord. Donc ce toponyme est communiqué dès cette époque. Alors, il se trouve, et là-dessus, bon, on est d'accord, c'est Alexandrie. Willy Shanley, c'est Alexandrie. Ça peut paraître curieux, mais c'est ça. On va voir pourquoi. Et quelle Alexandrie? C'est pas l'Alexandrie d'Égypte. Vu le contexte, les contextes auxquels c'est associé, la partie, voilà, on voit c'est Alexandrie, c'est ce qu'on appelait Alexandrie d'Arakosi, bien attesté dans les sources grecques. C'est aujourd'hui Kandahar, au sud de l'Afghanistan. Alors il se trouve que ce toponyme local Alexandrie s'est probablement conservé jusqu'au IIIe siècle, à partir de quoi il disparaît et il est remplacé par Rohadj, qui est en fait le nom, la dérivée du nom de la vieille province achéménide de Arakosi. Donc la ville a repris le nom de la province, et ça dure jusque dans les sources arabes. Et alors le nom Kandahar aussi apparaît à propos, à peu près à l'époque, un peu avant de la conquête arabe. Ça pose un gros problème parce que Kandahar, ça veut dire Gandhara. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé cette ville, quand même fort loin de la zone du Gandhara, fort loin au sud-ouest, Kandahar? Une hypothèse possible, c'est que au 5e, 8e siècle, le Gandhara et la région de Kandahar, qu'on appelait à l'époque le Zamboul, se trouvent unifiés dans le même royaume, qui est le royaume de Kaboul. Et donc, c'est un phénomène qu'on trouve parfois en toponymie. La ville se serait appelée Gandhara parce qu'en fait, ça voulait dire la porte du Gandhara. C'est qu'à partir de là, vous entrez dans un pays qui va jusqu'au Gandhara. Ça se trouve parfois en toponymie, ce genre de dénomination frontalière. On va appeler une ville frontalière du nom en fait du pays qui est derrière, et même parfois loin. Bon, alors, le problème est le suivant, c'est que dans Woolly Shanley, ce serait le seul cas où, si on transcrit bien Woolly, donc dans la transcription, dans la restitution Ouyek Shanley, hein, on aurait effectivement ce caractère qui normalement est duck, qui transcrirait Y, Yod. Ce serait le seul cas, la seule attestation montrant qu'à l'époque ancienne, ça se prononçait comme ça. D'accord. Mais est-ce qu'on est obligé de considérer que c'est le cas? Eh bien, à mon avis, non. Parce que il se peut très bien que les Chinois aient entendu parler de cette Alexandrie, où encore une fois, ils n'étaient pas allés. Enfin oui, non. Finalement, ils y sont allés. Ils l'ont atteinte, c'est le point extrême. Ils auraient pu en entendre parler par des interprètes qui n'avaient pas le son L et qui donc ont utilisé la fricative, disons la dentale fricative dans ce cas-là, on n'a plus à postuler une prononciation ancienne Y, de ce caractère. On peut très bien s'en sortir en considérant, en restituant the. Alors, il se trouve que la quasi-totalité des langues iraniennes ont perdu le L. Ils l'ont retrouvé après. Mais à cette époque, la quasi-totalité de ces langues l'ont perdu. Il n'y a qu'en bactrien qu'ils l'ont. Mais d'ailleurs, ils l'ont pas. C'est pas hérité, c'est secondaire. C'est en fait un développement secondaire à partir de D. Le sogdien n'a pas le L.
bien qu'il utilise la lettre araméenne L, mais c'est pour transcrire the. Et ça, c'est démontré récemment dans un article très très poussé de Lourier et Yakubovitch, deux savants russes. Hein? You go too fast. I go too fast. Why? Oui, ok. Donc je vais trop vite. Je dis pour le moment le problème se concentre autour de la transcription de Ulek Shanli, parce que là, bon, c'est un cas vraiment très intéressant. On est sûr du nom qu'il y a derrière. Voilà. Donc il faut trouver la solution pour cette transcription. La solution n'est pas de considérer que ça transcrit quelque chose d'autre. C'est évidemment la manière dont on a entendu Alexandrie. Alors, voilà, donc Yes, tu continues là. Before that discussion of Lourier's and Yakovitch paper, I have to first introduce some background knowledge, although our seminar is by no means a course of Chinese phonology. But it is necessary to explain some terms at any rate. So fortunately, I keep my note, and Professor Sagas handed out during his class in the EHESS in autumn-winter 2006, and in this January he kindly agreed my usage of it for teaching purpose. As shown in his table, the key period in our main concern, namely from the Eastern Han to the Sui, falls in the range from a transition period to another transition period. The former transition period concerns from the Ba-archaic, namely a late stage of the Old Chinese, to a so-called pre-medieval stage that still seems quite obscure to scholars. One should know that when linguists refer to Old Chinese, OC, or Xinhua Archaic, what in their minds is usually a very remote period reflected by the Shi Jing, the classic of verses. This is too ancient with regard to our focus. And on the other hand, when linguists refer to Middle Chinese, MC, or Xinhua Medieval, this one is largely based on a work of glossary and their pronunciation called Qieyun, compiled in 601. And the latter works more or less of the same purpose. The key historical and archaeological period of Sogdiana in our question, that is to say from the 3rd to early 5th century, is phonologically not easy to tell. In particular, the Eastern Han period, where we have Su Yi for the first time, is especially a difficult issue. Here you can compare with Pouliblanc's reconstruction. His friend is convenient for me when treating the Kuqian and other glossaries before and after the Tang rule, because he clearly distinguished EMC and LMC in his handbook, while in Carlgren, Baxter, Sagard, and Guo Xiliang, they just give MC Middle Chinese. Furthermore, as Pouliblanc explains, the LMC is not just a temporal stage. It reflects the Tang dialect around Chang'an, Tang's capital, as well as the northwestern China, which is very workable in many cases in my study. Nevertheless, one has to always check 2 or more frames of reconstructions unless one is familiar with the Chinese language and is able to calibrate oneself. It is always very dangerous to rely simply on 1 or 2 modern Chinese dialects or Sino-Sinic pronunciations, although usually they are intriguing in many cases. Here is another valuable diagram made by Sagar himself in 2006. I reproduce it for you. So you can see the reconstruction of NC and OC is based on a huge amount of editorial and analytic work, and it cannot be simply replaced by only 1 or 2 categories of data beneath them. Nevertheless, our focus is exactly the stage between MC and OC, and this stage needs to be improved and examined by more data, such as Chinese translation of Buddhist canons, unearthed Chinese and non-Chinese document, etc.
So here are some of the reconstructions of Wu Shanli and Sui. But as I said, they are to be reflected with Prakrit, Bactrian, Sogdian, and other first-hand material. Voilà, donc c'est là où on peut introduire la contribution de Luria et Jakubowicz qui ont mis de la clarté là-dedans parce que on a, en gros, bon, on a considéré pendant longtemps que il y avait le sogdien avait le son L ou que le dialecte de Bukhara avait le son L. Et pourquoi on a considéré ça? C'est parce qu'on a des mots qu'on supposait sogdiens qui sont empruntés par le persan archaïque. Et ces mots, dans ces mots, ce qui se prononcerait ailleurs D a la lettre L. Bon. Mais, alors on a dit, bah c'était une des modalités de la prononciation du sogdien, ou alors c'était un dialecte sogdien. Alors on a dit Bukhara, parce que l'un des lieux historiques où s'est formée la langue persane moderne, c'est l'émirat des Samanides, dont la capitale était Bukhara. Ça paraissait très logique. Mais entre-temps, on a redécouvert le bactrien. Et là, on s'aperçoit que le candidat, ce n'est pas le sogdien, c'est le bactrien. Parce que le bactrien, il a le L. Massivement, et même par une transformation phonétique, le D est devenu L. Bon. Et du coup, on voit que ces mots supposés sogdiens en persan archaïque, il y a des mots sogdiens, bien sûr, mais que dans beaucoup de cas, c'est des mots bactriens. Et là aussi, ça se comprend. Parce que encore, là où l'un des lieux, à part Bukhara, avant Bukhara en fait, un des lieux où s'est formée la langue persane classique, c'est Bactre, c'est-à-dire où il y avait encore des locuteurs du bactrien. Donc, tout ça pour dire que on pourrait sauver l'idée, donc voilà, on pourrait sauver l'idée que le chinois liek se prononçait vraiment L dans la transcription de Wu Shanli si soit les Chinois ont vraiment entendu le mot Alexandrie tel qu'il se prononçait, là, mais on ne sait pas en fait, on ignore quelle était la modalité de langue iranienne qui se parlait alors en Arakosi, soit si les intermédiaires ont été bactriens. Mais on peut parfaitement rester avec l'idée traditionnelle d'une prononciation dentale, dek, si les intermédiaires ont été soit sogdiens, soit relevant d'un des nombreux dialectes iraniens qui avaient perdu le son L. Et historiquement, ça fait un certain sens, parce que le fait que beaucoup, et ça n'a pas été étudié de manière traditionnelle, systématique, mais je pense que c'est une étude qui mériterait d'être conduite, beaucoup de toponymes centra-asiatiques ou iraniens enregistrés par les Chinois, même si ce n'est pas des toponymes sogdiens, sont probablement prononcés à la sogdienne. Pourquoi ? Parce que les sogdiens étaient le seul milieu qui pouvait leur fournir un vivier de bilingues. C'est là où le bilinguisme irano-chinois était le plus répandu, et par conséquent, c'était eux qui fournissaient les interprètes. Et en plus, c'était des caravaniers. Alors, c'est donc des interprètes sogdiens qui débriefaient à la cour impériale les propos des envoyés d'Asie centrale, et on peut se dire aussi, peut-être, ils les accompagnaient peut-être, parce que ces ambassadeurs chinois qui partaient en sogdiane, en bactriane, partout, ils ne partaient pas tout seuls, et ils n'avaient pas appris les langues locales. Donc, ils étaient obligés d'avoir avec eux des interprètes. Alors, objection que m'a présentée Chao Zhong, et cette objection est tout à fait justifiée, c'est que la forme Wu Shanli a été enregistrée sous les Han occidentaux, c'est-à-dire au plus tard, à la fin du 1er siècle avant notre ère, et qu'à ce moment-là, on ne sait pas très bien ce qui se parle en sogdiane. Hein. Est-ce qu'ils ont déjà... est-ce que la langue sogdiane telle qu'on la connaît plus tard existe déjà ? Et surtout
quelle raison de penser qu'à une époque si ancienne, les Chinois ont déjà en Asie centrale des interprètes sogdiens? Bon, malgré tout, c'est une question qui peut se discuter. Une des idées, Étienne de la Vessière a donné des arguments pour penser que dans les relations diplomatiques, avant qu'on parle de la sogdienne chez les Chinois, on ne parle que de l'empire Kangqiu, que de la confédération Kangqiu, et qu'en réalité, derrière les envoyés Kangqiu, c'est peut-être déjà des sogdiens, sous le couvert de la puissance qui les domine. Non. On peut aussi se dire que au 1er siècle avant notre ère, les Chinois qui s'aventurent dans ces extrémités sont accompagnés par des locuteurs de langue iranienne, quels qu'elles aient été, qui ont perdu le L et qui prononcent avec D. Donc, tout ça pour dire que ça n'est pas sur la seule base de la transcription de Willy Shanley qu'on peut postuler cette prononciation à cette époque pour ce caractère chinois. Bon, maintenant, après, le débat relève des sinologues. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. So we continue immediately. On continue. Okay. So now is the part 3 of our seminar today. We can finally treat the essential historical questions and issues underlying this unique entry. In particular, when did Sogdiana become a large country or union, and its exact concept and geographical range? In fact, the character Guo has many meanings. A state such as empire, 帝国, kingdom, 王国, etc., and a country, a fiefdom, such as those larger and smaller vassal states in China before the Common Era. Occasionally, Guo is translated as region according to the context, as Harry Falk did in 2018. Here we translate a large country for 大国, but smaller regions for 小国. It is noteworthy that in Nia Karoshi wooden documents, Nia Gandhari Raja, Sanskrit Raja, is in some occasions can mean province or a kind of lesser unit compared with the whole kingdom of the local Maharaja, the great king. However, with regard to this statement on Su Yi, we need to justify that in its respective historical period, I assume during the Northern Wei dynasty, is it safe to say that this large state or union of more than 445 settlements can be matched with the latter concept of the 9 surnames of Zhao Wu or Chamuk? Their equation was presumed by Shiratoli and Enoki under their interpretation of Te Jumong. Et c'est là où je ne suis pas vraiment d'accord. C'est que je pense que quand il est question il faudrait remontrer le texte avec les 400 petits fortified settlements. Voilà. Quand on nous parle de ce grand pays qui est la Sogdiane, bon d'accord, ça se comprend très bien. Ça peut vouloir dire pourquoi grand pays? Géographiquement c'est assez grand. Et en plus, par ailleurs, ça peut être conçu comme un empire. Enfin, c'est composé de plusieurs royaumes. Donc, évidemment, c'est un grand pays. Oh là, qu'est-ce qui se passe? On est perdu là. Non. Okay. Voilà. Un grand pays. Donc, où est-ce que c'est? Large country. Donc, Daguo, c'est bien ça. Et ensuite, il contient plus de 400 cheng que nous traduisons, Chao Zhong et moi, fortified settlements, établissements fortifiés. Et par ailleurs, on sait qu'à partir c'est déjà dans le Suishu, les Zhao, ou c'est seulement dans le Tangshu? Déjà dans le Suishu. Oui. Donc à partir du 6e, 7e siècle, la Sogdiane est définie comme une confédération de 9 principautés
dont les chefs partagent le même nom de famille, Chaohu, et cette confédération dépasse les limites historiques de la Sogdiane puisqu'elle s'étend sur Tchatch, Tashkent, et qu'on y comprend aussi le Khorezm. Bon. Alors, Chaohu, c'est un problème qui a été récemment élucidé par Yoshida. En fait, c'est un vieux titre, probablement heptalite, Chamuk. Bon, voilà, c'est un titre. Alors, cette histoire de la confédération des chefs qui ont tous le même nom de famille, c'est en fait une reconstruction, c'est une fiction. Mais je ne pense pas que ce soit la même chose que l'histoire de ce petit protectorat où il y a plus de 400 établissements fortifiés. Ces 400 établissements fortifiés ne posent aucun problème archéologiquement et politiquement à l'historien de la Sogdiane, parce que c'est exactement le paysage archéologique de l'époque. Partout, on a, alors voilà, dans un ouvrage soviétique de référence, des plans mis à l'échelle, hein, et c'est tout remis à l'échelle, des différents types d'établissements fortifiés ou pas, qu'on trouve. Bon, ici, il s'agit de la Sogdiane, ça pourrait être aussi dit pour d'autres régions d'Asie centrale, mais on voit très bien ça pour la Sogdiane. Il faut vous dire que cette carte, vous pouvez la multiplier par des centaines. Hein. Voilà. Donc, vous avez des villes, hein, Paikent, ici, oui, bon, alors on n'a pas le bas de l'image. Excusez-moi. Non, mais c'est pas grave, j'identifie pas vraiment. Mais bon, ça c'est sûr, c'est Paikent. Ça, je ne sais pas. Bon, des villes moyennes, disons, fortifiées. Bon. Puis on a aussi, partout, des petites villes, également fortifiées, et des établissements qu'on appelle les TP à 2 étages. Typiquement, c'est ça ou ça. C'est-à-dire que vous avez... et ce que je vous décris là, c'est des choses que je vois de mes yeux tous les ans. Hein. Ce que vous avez là, c'est... bon, je ne sais pas, ça fait 2-3 hectares. Hein. Vous avez une petite citadelle et en bas, un espace plus bas où on peut penser qu'il y avait parfois un village, parfois simplement des artisans et des guerriers dépendants du seigneur. Parfois c'est vide, et quand c'est vide, on peut supposer qu'il s'agissait peut-être de lieux où les troupeaux pouvaient se réfugier en cas d'insécurité. Étienne de la Vessière a supposé d'une manière très pertinente que c'est peut-être en fait l'ancêtre du caravansérail. C'est-à-dire qu'à l'époque pré-islamique, ce qui tient lieu de caravansérail, c'est le château du noble qui a une cour ouverte où il peut accueillir les caravanes, les marchands de passage, et éventuellement aussi apporter refuge aux paysans et à leur bétail. Donc voilà, on a ça absolument partout. Alors maintenant, vous allez voir la carte d'une région. Alors ça, il faut vous dire, c'est pas toute la Sogdiane, hein. C'est le secteur qui est à l'ouest de Samarcande, qu'on appelle le Past d'Argom. Il se trouve qu'il a fait l'objet de prospection et d'études archéologiques et d'après également les photos satellites et les photos aériennes, tout à fait remarquables par un groupe de savants de Moscou, Olga Inevatkina, Souchilin et également Zamira Galieva, qui ont étudié les branches de canaux, les routes anciennes. C'est un paysage fossile, c'est-à-dire que cette zone, jusqu'à assez récemment, était très très peu remise en culture. Je dirais que autour de Samarcande, c'est le seul secteur où on se trouve dans des paysages fossiles qui rappellent ce que Tolstoï a étudié au Khorezm, où il avait le paysage du 7e siècle sous les yeux. Et moi, ça me rappelle aussi beaucoup ce que Horelstein a étudié du côté dans le sud du Taklamakan, du côté de Nia, etc. C'est-à-dire que vraiment, on se promène, on voit les bouches de canaux, on voit les ouvrages hydrauliques, on voit la ferme qui était à côté. Et alors,
c'est classé donc par. Bon, on voit mal sur l'image, mais là, ces symboles, c'est diverses catégories d'établissements fortifiés. Ça, ce sont plutôt des sites funéraires. Ça, ce sont des Sielskaya, où ça va, fermes, petite ferme, grande ferme, bâtiments funéraires. Et là, vous avez diverses catégories. Voilà. Enceinte sans TP au milieu, enceinte avec TP au milieu. Bon. Et vous voyez, il y en a absolument partout. Et ça, attention, c'est un paysage qui n'a pas été éternel. Hein. Les cartes proposées par ces auteurs pour la période antique, achéménide hellénistique, montrent beaucoup moins d'établissements. Il y a davantage de petites villes, de grandes forteresses, etc. Et puis pour l'époque islamique également, c'est beaucoup moins dense. C'est absolument typique de la période Rannesrenevekovoui, c'est-à-dire dans la terminologie russe, ça va aller, disons, du 5e siècle à la conquête arabe, c'est-à-dire la période de nos textes. Voilà. Donc, je dirais que cette histoire des 300-400 établissements fortifiés qui appartiennent à divers petits protectorats, lesquels font eux-mêmes partie de la Sogdiane, ne pose absolument aucun problème du point de vue archéologique et historique. Et ça, ce sont des choses que les commentateurs de ces textes n'ont jamais su, parce que la réalité archéologique de ces paysages, on la connaît quand même depuis relativement peu de temps. Les soviétiques avaient relevé quantité de ces petits établissements, mais ils n'avaient jamais pu traiter les choses d'une manière cartographique parce qu'ils n'avaient pas accès aux photos satellites. Ils n'avaient même pas accès aux photos aériennes, et je dirais même qu'ils avaient accès à des mauvaises cartes. C'était très difficile d'obtenir des cartes à petite échelle. Nous-mêmes, quand nous sommes arrivés à Samarcande en 1989, enfin, je ne vous raconte pas comment nous avons pu nous procurer des cartes et des photos aériennes, mais c'était par des moyens qui n'étaient pas des moyens légaux. Et c'était des moyens qui n'étaient pas à la portée de nos collègues soviétiques. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur cette question. Je suis aussi à vous, historical ground. Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Historical background, oui, voilà. Alors, la question des rapports entre Kangkyu et Sogdiane, parce que, voilà, comment est-ce qu'on a l'un au début et l'autre après? Politiquement, ce que les Chinois connaissent jusqu'au IVe siècle, je dirais jusqu'à la fin des Han postérieurs et même un peu après, c'est le Kangkyu. Voilà. Pour eux, ce qui est à l'ouest, disons, de l'Issyk-Kul jusqu'à la mer d'Aral et loin vers le sud, c'est le Kangkyu. Les ambassadeurs qui reçoivent, ce sont des gens du Kangkyu. Les alliances se sont faites, c'est avec des gens du Kangkyu. Quand on essaie d'activer les Wusun et les Xiongnu contre les puissances de l'Ouest, c'est le Kangkyu qui est en jeu. Et puis, à partir le Kangkyu disparaît des sources à partir du 5e siècle, et ce qu'on voit apparaître, ce sont les ambassades de la Sogdiane, Souté Souyi. Parfois, spécifiquement Samarcande, mais c'est en général le terme qui recouvre à partir de là, c'est Sogdak. Bien. Alors, voilà comment Étienne de la Vessière résume la chose de manière extrêmement pertinente, et c'était déjà dans la première édition de son livre en 1982. Si au IIe siècle avant notre ère, dans le Shiji, le Kangkyu est décrit comme un petit état nomade cantonné au moyen Sirdaria, que rien ne permet d'identifier à la Sogdiane, on a en revanche de bonnes raisons de penser que le Kangkyu incluait la Sogdiane à l'époque de ses ambassades, donc en 11 avant notre ère. Des questions en 11 avant notre ère, voilà, des fonctionnaires chinois se plaignent que les ambassades du Kangkyu
sont en fait des missions commerciales déguisées et que ces gens qui se présentent comme des princes du Kangkyu n'appartiennent pas vraiment à la famille royale, ce ne sont pas des gens respectables, ce sont des gens de basse condition et en fait ce sont des marchands qui sont des parasites de la diplomatie. En effet, si le Kangkyu continue à être limitrophe du Daiwan au nord, Daiwan c'est le Ferghana, le Kangkyu est au nord du Daiwan, comme dans le Shiji, le fait nouveau dans le Hanshu est qu'il est désormais aussi limitrophe du Hansi, le pays Parthe, j'ai parlé tout à l'heure. Les Yuezhi n'occupent plus la position centrale qu'ils possédaient encore lors du voyage de Changqian, Yuezhi d'où sortiront les couchants. Désormais, le Kangkyu s'allonge du Ferghana à Merv et englobe donc toute la Sogdiane. Oui, enfin, s'allonge du Ferghana à Merv, je dirais sans l'inclure, parce que je ne pense pas que le Kangkyu ait jamais contrôlé Merv, c'était contrôlé par les Parthes puis par les Sassanides. Le renseignement est de plus daté par la description de monnaies qui ne peuvent être dans l'Empire parthe que celles de Phraat V, 2 avant notre ère plus 4. Donc là, il s'agit en fait de notices sur le Hansi, le pays parthe, et pas le Kangkyu. Pourquoi est-ce qu'on sait que c'est les monnaies de Phraat V ? C'est intéressant, comment est-ce que les Chinois pouvaient savoir que c'était des monnaies de Phraat V ? Eh bien, ils disent, c'est des monnaies où d'un côté il y a un homme, de l'autre côté une femme. Il y a un seul roi parthe qui sur les monnaies s'est montré à l'avers et sa femme au revers, sa femme qui était par ailleurs sa mère, mais enfin pour les Zoroastriens ce n'était pas un problème, c'est Phraat IV. Donc on sait que c'est lui. Ça c'est extraordinaire d'avoir ce renseignement, parce qu'on a un renseignement qui est daté à 6 ans près. Bon. C'est donc entre la mission de Changqian et le début de notre ère que le Kangkyu s'est imposé en Sogdiane. Le texte postérieur de Hu Hanshu inclut d'ailleurs explicitement la Sogdiane dans le Kangkyu. Ouais, je suis complètement d'accord avec cette présentation, à part encore que Merv, je ne mettrai pas Merv dans le Kangkyu. Alors maintenant, Yoshida. Oui, merci. In fact, almost in the same year of Etienne de la Vessière's dissertation, Yoshida expressed a similar opinion in Japanese. Here I translate. In the Shiji, the Hanshu and the Hou Hanshu, there is description about a nomadic state called Kangju, whose homeland was likely along the middle stream of the Sirdarya, but the region around Samarkand was also under its rule. In the Hou Hanshu, Suyi, Sogd, is described to be subject to the Kangju. It is for this reason that in a later period, the Sogdiana and Samarkand were called the state of Kang. My translation, subject to Kangju for Japanese, here I underlined, is just a tentative one. Yoshida told clearly that for this sentence, he simply reproduced what Hou Hanshu said, Shu Kangju. So I just choose one among the possible translation of this Chinese expression, which Chaban translated in French as dépend du Kangju. Dépendent. Oui, dépend. Oui. Ce qui est vraiment la même traduction, en fait. So, as Yoshida expressed to me, personally and very recently, the exact relation between Kangju and Sogd in the Eastern Han period needs to be verified by more archaeological and philological evidence. So my translation subject to the Kangju is just a working one. The usage of the or not depends on whether one takes Kangju more essentially as a people or not. If yes, then as Emir Galambos once reminds me, it would be better to put the before this proper name. Anyway, in 2011, Yoshida updated his statement. So I translate again. The first time Is it an email or is it in an article? This in email. It's an email. Right, and this in his book. Ah, So the first time the name of Sogd appeared in Chinese source is an attestation from the Hou Hanshu, where the history of the later Han is recorded. There, a toponym called Li Yi can be seen, which was being under the rule of a nomadic state called Kangju. Shiratoli Kuraiji of our country has explained that Li Yi was the scribal arrow for Suyi, which designated Sogd. If one takes the Old Chinese Yukduk
into consideration, one may think that Sui expressed a pronunciation which would sound like Sugdik, and this exactly corresponds with the word for Sogd in the Sogdian language. Very recently, some Sogdian texts belonging to this period, as early as just after the turn of the Common Era, was discovered. That is to say, the Kultobe inscriptions. There, the toponym Samarkand and Bukhara, Nimic in the inscription, perhaps Nami in Chinese sources, he is actually put in question, along the Zarafshan River, and Kish and Nakshap along the Kashgar River are seen. So one may assume that these four cities had relation with the region beyond the Sirdarya. So here Franz provides the map and an illustration of the inscription for your convenience, and Yoshida's statement continues. In later Chinese sources, the reason that Sogd, in particular Samarkand, was called the state of Kang is due to the rule of Kangju. In fact, in the Kotobe text, the expression people of tent can be found. Given the period of this text, the possibility that it means Kangju is high. Alors, je suis en gros d'accord avec ces remarques de Yoshida, qui lui-même est vraiment en accord profond avec ce qu'écrivait Étienne, mais j'ai quand même quelques objections de détail. Les dates des inscriptions de Kultobe, il les met très tôt, 1er siècle, bon, pour diverses raisons. Nicolas Sims-Williams et moi, qui sommes en train de préparer la réédition pour le Corpus Inscriptionum Iranicarum, ça devrait sortir l'an prochain. Pensons que c'est plutôt du IIe siècle. Voilà. Bon, mais ça peut se discuter. Autre objection, alors les gens de la tente, Withanaf. Oui, alors voilà, les gens de la tente qui sont mentionnés dans les inscriptions de Kultobe. Alors je passe sur une hypothèse d'Étienne à laquelle ni Sims-Williams ni moi ne croyons, c'est que lui, il voit là-dedans une transcription du nom des Wusun, une confédération nomade qui en fait se trouvait plutôt au sud-est ou à l'est du Kankyu. Bon, ça marche pas, c'est les gens de la tente. Alors lui, il dit, ça veut dire Kankyu. Ben non, pas forcément. Ça peut être, les inscriptions parlent du partage des terres entre nos gens, ça veut donc dire les colons sogdiens, et les gens de la tente. Ça ne veut pas dire que gens de la tente, ça veut dire tout le Kankyu. Ce sont des éléments nomades qui sont dans le Kankyu. Il est fort improbable que le Kankyu ait jamais été un État purement nomade. D'ailleurs, dans les recherches actuellement sur les structures politiques des États nomades, la notion même d'État purement nomade est totalement abandonnée. Il n'existe pas, il n'a jamais existé de confédération, enfin de peuple, de confédération d'États qui soit purement nomade. Il y a toujours eu des éléments agricoles, que ce soit chez les Scythes, les Mongols, bon voilà. Donc, gens de la tente et Kankyu, moi je ne mettrai pas le signe égal. Et puis alors, quand il parle également, si tu peux remontrer l'image, oui, Numik, voilà. En fait, on a 5 noms dans ces inscriptions. On a Samarcande, qu'on lit Samarcande, Kesh, qui est Charisabz au sud de Samarcande, Narshab, qui est à l'ouest de Charisabz, et Boukhara, qui ne s'appelle pas la Boukhara, qui s'appelle Numik. Alors, on savait déjà que c'était un ancien nom de Boukhara. Alors lui, il dit, c'est peut-être Nami dans les sources chinoises. Non, ce n'est pas le même mot. Nami, c'est le nom de la rivière, le Zerafshan, et c'est un mot sogdien qui veut dire le fameux, le célèbre. Et Numik, en fait, vient d'un ancien Iranien, Nawak Methan, ça veut dire le nouvel établissement. Ce qui indiquerait qu'à l'époque de ces inscriptions, soit Boukhara avait été reconstruite, soit dans l'oasis, on sait que la capitale de l'oasis a été itinérante. À ce moment-là, dans l'oasis,
la capitale s'est fixée sur le site actuel de Boukhara. C'est pour ça qu'on dirait le nouvel établissement. L'archéologie actuellement n'apporte pas de réponse très claire à la question. Voilà. Mais sinon, je dirais que tout ça est pertinent. Alors c'est sûr que on voit ce qu'on voit dans les inscriptions de Koultobé, c'est que, si tu peux remontrer la carte, Chao, oui, il est dit que, au nord, là, dans le Kazakhstan, là où se trouve Koultobé, des représentants des princes de Samarcande, Kesh, Narshab et Boukhara ont mené une action commune. Alors, probablement, il y a des allusions à une action militaire, parce qu'on parle de quelqu'un qui a été tué, mais également une action de colonisation. Ils ont amené des colons ici, qui ont donc partagé les terres avec les gens de la tente. Et il semblerait que l'opération est sous-traitée à Tchatch, qui est donc la région de Tachkent, mais à l'époque, la capitale se trouve plus au sud que Tachkent, à un site qui aujourd'hui encore s'appelle Kanka. Et nous pensons avec Sims William que c'est un autre héritage de l'ancien nom des Kankyu. Bon, du Kankyu. Et cette principauté de Tchatch, en fait, mène l'opération de colonisation à Koultobé, mais en association avec les 4 principautés du Sud, qui probablement amènent des colons et des soldats. Alors, ce qu'on peut tirer de là, c'est que, si on est au IIe siècle de notre ère, moi je verrais plutôt ça comme le délitement politique de la confédération Kankyu, avec la montée en puissance des principautés sogdiennes qui auparavant sont dites dans les textes chinois être dépendantes du Kankyu, être soumises au Kankyu, et qui maintenant mènent leur propre politique, y compris dans une direction sud-nord. Ils vont quand même installer un établissement sédentaire dans les terres historiques, même au nord du Sirdaria, c'est-à-dire dans le centre historique de la confédération Kankyu. Et donc, c'est le début, on voit se dessiner ce qui va apparaître dans les sources chinoises à partir du IVe au Ve siècle, c'est-à-dire que les Sogdiens et les principautés sogdiennes deviennent des interlocuteurs à part entière, diplomatiquement, commercialement, et le Kankyu, il disparaît, c'est une fiction politique qui n'a plus lieu d'être. Alors après, on va voir réapparaître des confédérations nomades au nord, les Joujouanes, puis les Turcs, mais dans tous ces cas-là, il y aura une certaine forme de contrôle politique sur le sud, mais jamais aussi forte qu'elle ne l'avait été à l'époque Kankyu, et en tout cas, les Chinois les sources chinoises seront à ce moment-là parfaitement conscientes qu'on a affaire au sud à des États indépendants. Voilà, je pense qu'on peut terminer pour aujourd'hui. On est arrivé à midi, on débordera un peu sur la fois suivante. Bon, Étienne sera donc parmi nous, donc on pourra faire un point sur la question d'Akbeshim et des monastères. Je peux démontrer la carte de Yoshida un petit peu. Ah oui, la carte de Yoshida, la meilleure. Pour le faire. Voilà, alors là, bon, tu passes en... Voilà. Tel qu'il, disons, cette carte, il enregistre là quelque chose qui correspond à la situation du Huanshu, on va dire. Hein? Pour le Kushan Dynasty is the title of it. Kushan Dynasty. Oui, donc on est un peu après le Huanshu. Oui, on est dans le Huanshu. Voilà, donc le Kankyu qu'il place ici et des principautés qui lui sont soumises. Donc Daiwan n'est pas vraiment soumis au Kankyu, hein, mais aussi au sud. La Sogdiane, Ansi, au départ c'est tout ça, c'est l'Empire Parthe, mais à l'époque où nous nous situons, c'est plutôt concentré sur Merv ici. Et puis donc à l'est du Kankyu, les Wuxin, encore au nord-est, les Xiongnu, dont les Chinois sont en train de finir de régler le compte. Et au nord de Kankyu, Yansai, alors phonétiquement ce sont les Alains, c'est-à-dire un peuple de langue non pas altaïque mais iranienne. Ce sont les ancêtres, ils ont des descendants, ethniquement et linguistiquement, ce sont les Ossètes du Caucase. Voilà, et ils se situent effectivement,
ils contrôlent le Bassir Daria, d'où mon idée que le Khorezm, à ce moment-là, bah, il n'apparaît pas parce qu'il est peut-être sous contrôle soit du Kangyu, soit des Yansai. Et il y a encore un peuple appelé Yan, qui est plus au nord que le Yansai, et dont il est dit, ils font le commerce des fourrures, de mustélidés, les iblines, les renards, les martres, etc. Bah, évidemment, c'est clair, ce sont des peuples de l'Oural. Ce sont les peuples de la forêt ouralienne et qui peut-être de la taïga, qui font le commerce des fourrures. Voilà, on a terminé là. Eh bien voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine.